Et on leur a dit, vous allez participer à un mouvement qui va changer l'industrie. Le Parti communiste arrive et nous propose de racheter le fabricant. Le truc le plus important de Marc Aurèle, c'est de comprendre quels sont les éléments sur lesquels vous avez du poids et les éléments sur lesquels vous n'avez pas de poids. Il faut savoir dans le monde tout ce sur quoi on n'a pas d'impact. Donc moi, le diagnostic évident, c'est que tous les cours d'économie sont une catastrophe. Parlons d'Essilor. J'ai regardé la capitalisation aujourd'hui, là, c'est 105 milliards, je crois. C'est absolument extraordinaire. Je l'ai connu à... Alors, ça faisait combien quand vous êtes rentré? Non, 200 millions. 200 millions. Ouais, 200 millions. Et alors, rappelez-nous, oui, quand... Ça fait 400, oui. 200, 5, 1000, non? C'est 200 millions à 105 milliards. Ah non, ça fait 500. Ouais. 500. Et rappelez-nous, donc quand vous arrivez, donc la boîte, elle a déjà donc 200 millions. Une belle boîte. C'est une belle boîte. Une boîte qui fait 400 millions d'euros. Une boîte qui fait 400 millions. Il y a 4 activités de mémoire. Voilà. C'est parce que vous arrivez, vous faites un constat. Déjà, la boîte est bien établie. Alors, je vous raconte quand même l'histoire. Je vais pas raconter... comment on se retrouve chez Essilor. Bon, moi, je le sais, mais... Vous savez, donc en fait, je vais aller lentement parce qu'on n'aura pas le temps. Donc, il se trouve que pour des raisons, sur une décision qui ne me plaît pas, je quitte Pagongli. Ouais. Bon, personne ne pouvait croire que je quittais parce que vraiment, j'avais un beau job puisque l'affaire était montée. Mais sur un truc très grave, je suis en total désaccord avec la gouvernance des actionnaires. Avec les actionnaires. Et là, je dis, si vous faites ça, je pars. Ils le font, je pars. Ils n'arrivaient pas à croire. J'ai dit, écoutez, non, parce que j'ai communiqué aux équipes ma conviction. Si je vais contre, j'ai perdu toute crédibilité. Bon. Puis il y avait d'autres raisons qui étaient que... Vous vouliez faire un leader, ils n'avaient pas très envie de remettre les moyens dessus, j'avais négocié un truc épouvantable pas. J'avais négocié la vente de l'hôtellerie Pagongli contre la restauration. Ouais. Alors ça, c'était le cri de majesté. Mais si vous voulez, j'ai pas fait attention parce que j'étais tellement habitué par mon travail avec Beneteau et BCG. Oui, d'un alignement, en fait, entre les actionnaires et la direction. C'est ça que vous avez découvert. Oui, avec Beneteau, on décidait un truc, une usine aux US, ça se décidait comme ça. C'est comme ça. Parce que Manavro et tout poussait. Quoi. Donc moi, j'étais pas du tout habitué. Et alors après, gérer une boîte pour la gestion avec les chiffres, ça me fait chier. Moi, je fais rêver les gens. Donc quand vous avez la possibilité de dire on est leader mondial, tout le monde s'excite. Quand vous commencez à dire votre résultat, moi, je peux pas. Bon. Donc vous partez. Sans job. Sans job. Bon. Mais là encore, coup du sort. Coup du sort. Je leur dis quand même, écoutez, je suis un bon garçon. On a un problème stratégique. C'est pas du tout un problème d'honnêteté, tout ça. Donc, je vous respecte complètement. Et puis, je reste là jusqu'à ce que vous ayez trouvé le successeur. Pas de problème. Et puis, donc, on avait un gros client qui était Nestlé. Et donc, je vais de Paris à Nestlé, à Vevey, pour discuter. Il y avait une 50aine de cantines à discuter. Et de Nestlé dans tout le monde. Et puis, un mec s'assoit à côté de moi, c'était Cotet, qui venait d'être nommé président d'Essilor, qui dit, Xavier, je cherche un DG de l'extérieur, parce qu'on a des vrais sujets graves. La CAPI est divisée par 3 depuis 3 ans. Là, vous avez 43 ans de mémoire. Oui, je me souviens plus. Et puis, bon, je dis OK. Donc alors, ça a été assez facile, parce que avec le BCG, je connaissais très très bien les gens, donc j'ai aucun problème d'installation. Et donc, on a fait le même truc, c'est-à-dire que j'ai dit à Cotet, écoutez, on n'est pas quand même à un mois près, laissez-moi faire le tour d'Essilor 6 mois. Et donc là, 6 mois. Oui. Donc j'ai fait le tour. Alors déjà, la boîte était assez mondialisée déjà. Et donc, j'ai regardé tous les lignes de produits. Vous avez vu 100 personnes, ouais, vous faites tout le tour. Oui, et ça correspond quoi, aller voir les 6 mois parce que je me mets à la place d'un dirigeant qui veut faire le même exercice. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Le Cotet était assez remarquable. J'ai beaucoup de Cotet. J'ai dit à Gérard, écoute, il faut que vous me laissiez. J'ai besoin d'être tranquille. Je ne peux pas faire à la fois la gestion et la stratégie. Je vais vous faire une étude BCG à l'œil. D'accord, mais je ne peux pas mettre la gestion, vous me laissez faire. Et donc, en fait, j'ai pris tous les pays, tous les produits, et puis on a fait une très grande liste de gens, et j'ai interviewé tout le monde. Alors, ça a été très facile, parce qu'avec le BCG, ils se souvenaient très bien de moi. Oui. Donc, ça allait à toute vitesse. Ça a été une vitesse inimaginable. Donc, il y avait encore la chance. Hein. Alors, pour nos auditeurs, j'aimerais qu'on revienne. Pour bien comprendre, quand vous arrivez dans la société, la capitalisation a été divisée par 3. Elle fait de 200, je me rappelle, la CAPI. Oui. Ouais. Elle est tombée de 800, tombée de 800 à 200. Ouais. Donc, il y a un gros sujet de capitalisation. Et la dette montait. Et il y a un enjeu stratégique que vous avez trouvé. Donc, il y a 4 divisions. Il y a les verres, les montures, les lentilles et les implants intraoculaires. Oui. Vous regardez chaque division et vous vous dites, sur les verres, vous étiez très bien placé. On était leader mondial, mais on se faisait rattraper. Il se faisait rattraper par deux concurrents. Oya et Sola, qui étaient des nouveaux concurrents. On avait coulé tous les anciens. Par contre, la bagarre venait de petits, qui croissaient plus vite que nous.
Voilà. Et puis, il y avait les montures, les lentilles et les implants. Et pour faire court, vous étiez subscale. Voilà. Donc, en gros, vous aviez pas de part de marché, des produits qui n'étaient pas forcément les bons. Ils étaient pas mal, mais ils n'étaient pas là. Il y avait une puissance de frappe en face qu'on ne pouvait pas lutter. Et vous, toute votre stratégie a toujours été de dire, si on est leader, on a des parts de marché. Si on a des parts de marché, on peut imposer ses prix. Et donc, on fait de la marge. Et on fait plus de marge, et c'est là qu'on peut réinvestir et continuer à innover et avoir des produits. Oui, bien sûr. Alors du coup, qu'est-ce que vous faites? Quelle décision vous prenez? Parce que non, le tout, c'était un changement très important parce que c'était un tiers de la boîte, si vous voulez. Et donc le vrai truc, si vous voulez, c'est de passer, que tout le monde comprenne. Ouais. Donc quand j'ai été mûr, alors là j'ai eu beaucoup de chance, je veux absolument rendre hommage à Philippe Alfroy. Philippe Alfroy était un Essilorien de tout temps, et on a fait un duo tous les deux. Hein. Et moi, je le connaissais bien par les études BCG parce qu'on avait sympathisé. Et j'ai dit à côté, il faut qu'on fasse un tandem. Donc, je serai le président, il sera le DG. Mais on va reconstruire le tandem qu'il y avait eu quand dans la fusion où les deux PDG, Grand-Père et Temkin, alternaient tous les ans comme les empereurs romains. Et donc, on a tout de suite dit, moi, je viens de l'extérieur, Philippe à l'intérieur. Et donc, Philippe, évidemment, suivait toutes mes études stratégiques, d'accord avec moi. Puis, à un moment donné, on s'est rendu compte qu'on avait créé un certain consensus. Parce que quand vous commencez à discuter avec tout le monde, vous interviewez les gens, mais vous parlez un peu de stratégie. Donc, petit à petit, ça diffuse. Puis, à un moment donné, vous avez un espèce de réseau qui se crée. Les gens discutent énormément entre eux. Actionnariat salarié, donc les histoires de capi, c'est important. Et ils ont leur club. Et donc, petit à petit, il y a tout le monde s'est mis à discuter. Vous voyez. Et moi, qu'est-ce qui se passe quand j'avais une discussion d'interview très puissante avec un mec puissant? Qu'est-ce qui se passe quand j'étais parti? Bon, coup de téléphone. Je viens de voir Fontanet, on a discuté de ça. Donc tout ça, ça bruissait dans tous les sens. Et on s'est bien rendu compte qu'il y a un moment donné où il y avait naturellement un consensus pour tailler très fort. Hein. Donc il y avait deux grandes thèses. Il y avait ceux qui disaient, on va se mettre sur l'Europe avec une gamme de produits. Complète. Ouais. Ou alors, on prend qu'un produit mondial. Et en fait, très vite, les gens ont tout de suite dit, contre des gars comme Johnson & Johnson ou Ciba, qui sont 30 fois plus capitalisés que nous, c'est même pas la peine. On n'a aucune chance. Ouais. Les implants, vous étiez loin derrière les concurrents. Loin derrière tout le monde. Et donc, à un moment donné, c'est venu. Et alors, c'est le moment où vous sentez que ça prend. Et à un moment donné, on convoque tout le monde. Et donc, on fait un grand exposé. On fait un grand exposé avec des beaux dessins, avec des belles slides. Et puis, alors, on dit évidemment qu'il faut se séparer d'eux. Oui, ça c'est quand même... Parce que du coup, vous dites c'est le verre, rien que le verre et tout sur le verre. Donc ça veut dire qu'en gros, il faut abandonner les autres divisions qui pèsent un tiers. Et qu'en plus, on a des frais de siège qui du coup sont pas adaptés. Il faut en enlever, oui. Donc là, c'est dur quand même. Donc vous annoncez que vous avez trouvé la stratégie. On annonce, évidemment. Mais alors évidemment, j'étais complètement soutenu par Cotet et par les anciens. Et puis je veux dire, ce qui se passe, c'est que les gens sont soulagés. Même les gens qui allaient nous quitter, ils sont soulagés parce que d'un seul coup, allez, on a dit les choses. Incroyable. Et donc, et la salle était... Alors après, on a discuté. Alors, le deal qu'on a quand même passé, c'est quand on a vendu les boîtes, on les a vendues à des sociétés qui respectaient les gens. Vous voyez. Ouais. On n'a pas vendu au plus cher. Par exemple, les verres de contact, on avait des gens qui nous offraient beaucoup plus, mais c'était des brutes. Et donc, nous, on a vendu à des gens qui achetaient beaucoup moins cher, mais qui gardaient les équipes. D'ailleurs, Sac Marchand, ils sont maintenant numéro 3 mondiaux. Ouais. La boîte à qui on a vendu, elle continue. Alors, elle s'est positionnée en dessous de Ciba et Johnson avec des trucs très compliqués, mais ils sont toujours là. Oui. Et d'ailleurs, il y en a un mot qui est amusant dans le livre, c'est que vous dites, c'est pas parce que cette filiale n'a pas de valeur pour nous, ou c'est pas parce qu'en fait on pourra pas faire, qu'elle n'a pas de valeur pour quelqu'un d'autre. Et le numéro 2 et le numéro 3, si vous allez voir le numéro 2 ou le numéro 3, et du coup qui repasse près du numéro 1, forcément ça change la donne. Bien sûr, donc c'est le point le plus important à comprendre, c'est qu'effectivement dans la stratégie, si vous voulez, il faut avoir deux talents. Il faut avoir le talent de savoir croître quand les marchés croissent très vite, parce que là c'est avant tout du marketing, de la production, du bénéto. On fait des grosses ventes. Bon, quand vous êtes dans les marchés qui ne croissent pas, on ne peut pas s'amuser à faire ça, parce que si vous croissez trop vite, vous faites décroître les autres, c'est la catastrophe. Donc il y a un moment donné, il faut jouer sur un autre jeu, qui est le jeu de l'acquisition. Et moi j'ai toujours pris l'exemple de Federer. Federer, là où il est supérieur à tout le monde, à mon avis, de très très loin, c'est qu'il avait la volée et le fond de cours. Donc le fond de cours, c'est la croissance organique, et la volée, c'est l'acquisition. Et quand vous avez les deux,
Voilà. Dur à suivre. Dur à suivre, dur à suivre. Et donc, il faut que les stratèges, ils soient à la fois bons en croissance organique, mais aussi... Alors, la partie financière d'acquisition, c'est super simple. Bon, j'explique ça en 2 heures, je vous explique tout, c'est extrêmement... Mais j'ai toujours tout fait sur des 2 enveloppes. Hein. Alors après, il y a des gens, on avait 2 filles géniales chez Essilor, qui étaient Carole et Fabienne, qui étaient vraiment alors, extraordinaires sur la mise en place, mais les très grandes lignes, c'était sur des 2 enveloppes. Hein. Puis après, elles travaillaient. Donc, Oui, ça marchait parce qu'elles boulonnaient. Attention, on a quand même l'impression que c'est simple et qu'il y a que la stratégie. Racontez-nous comment vous avez implémenté après la stratégie. Parce que du coup, une fois qu'on a décidé qu'on allait se mettre sur le vert, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Il faut se séparer des filiales. Alors, il y a tout eu le travail. Avec Trouver Philippe, l'équipe pour le faire. C'était le travail. On n'a fait que ça pendant 2-3 ans. Pendant 2 ans, on n'a fait que le travail de trouver les acquéreurs. Hein. Donc ça, c'est très lourd. Restructuration pendant 2 ans. Ah bah oui. Ben ça, on s'est consacré uniquement à la... Parce qu'on avait besoin d'avoir tout derrière nous pour pouvoir attaquer. Mais on ne pouvait pas à la fois mener les deux. Et donc, on a eu la chance. On a eu la chance aussi parce qu'on a trouvé des solutions dans tous les cas. Et puis, une fois que ça a été... Une fois qu'on a réussi ça, il s'est passé un mécanisme extrêmement important, c'est que d'abord, vous avez les cours de bourse qui explosent. Donc, pour les actionnaires, ça... Et puis, le stock market, tout de suite, le stock market, il est avec vous. Et donc, alors après, le gros problème qu'on a eu, c'est que on avait le problème des Horaces et des Curiaces. Donc, vous savez, vous connaissez l'histoire des Horaces et des Curiaces. Hein. C'est 2 familles qui se battent. Et puis, il y a les Curiaces et les Horaces. Et alors, en fait, les Horaces, en gros, les Curiaces tuent 2 Horaces, mais ils sont tous les 3 blessés. Et il reste un Horace qui est parfaitement en forme. Les 2 autres sont morts. Hein. Et par contre, il est 1 contre 3 blessés. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à courir. Et puis dès qu'il a mis une distance, dès que la distance entre le numéro 2 et le premier coriace et le deuxième est trop grande, paf, il tue le second, puis il se remet à courir. Vous voyez? Non, non, mais là, il ne faut pas se les prendre ensemble. Il ne faut pas se les prendre ensemble, c'est ça la stratégie. Donc, alors, nous, dans les gros sujets, il y avait Sola. Les 2 étaient brillantissimes. Oui, alors racontez-nous ça un peu. Donc il y a Oya et Sola avec 2 stratégies différentes et en plus des stratégies de production très différentes, centralisées et décentralisées. Oui, bien sûr. Donc on avait Sola était un Australien. On avait Sola qui était un Australien, qui avait donc copié un peu nos verres organiques, mais qui était brillantissime. Brillantissime. Et alors si vous voulez, quand vous faites des cartes de géographie, que vous faites une carte de géographie de l'Australie, vous voyez, quand vous regardez la carte de l'Australie, vous voyez, vous êtes naturellement sur la Californie, vous êtes naturellement sur l'Amérique latine, puis vous êtes bien exposé à l'Asie. Donc, en fait, Sola était très fort aux US, parce qu'il était rentré par la Californie, très très fort en Amérique latine, où il avait déjà des usines et des positions, et puis il était quand même bien entré en Asie. Puis de l'autre côté, vous aviez Oya. Donc Oya, c'était vraiment le japonais qui était très fort en Asie, surtout au Japon. Et puis, alors en gros... et puis Oya vraiment nous visait sur l'Europe. Il voulait nous descendre. Bon. Et donc la série est assez claire. Donc la question, alors financièrement, le truc était très différent, c'est que Oya avait une vache à lait énorme derrière lui. C'est que le groupe Oya est un des groupes les plus riches du Japon. Il n'est pas connu, mais à l'époque ils avaient la vache à lait, ils faisaient tous les disques d'ordinateurs. Et donc ils avaient une vache à lait phénoménale. Donc celui-là c'était un dur à cuire. Alors que Sola est très endetté, plus fragile, et puis il y avait un actionnaire qui était Pilkington, qui était en mauvais état. Donc la situation de Sola était beaucoup plus fragile. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Vous prenez d'abord celui qui est fragile. On prend le fragile et on a commencé à laisser courir le bruit qu'on attaquait l'Asie. Donc, même stratégique. Même stratégique. On laisse entendre qu'on va attaquer l'Asie. Alors le truc, c'était d'Hélène d'Est Carthago. C'était Coté qui avait lancé l'idée qui était géniale. Il disait ça tout le temps. Alors pour Oya, il savait très bien que Carthago, c'était... vous voyez, et donc, il savait qu'on attaquait là. Donc, en gros, Oya était surtout fébrile pour nous empêcher. On avait déjà des bonnes positions en Asie, mais bon. Et donc, on a attaqué cela. Alors là, il faut comprendre comment il fait le métier. On a un métier qui a 2 étages. Hein. En gros, les verres ophtalmiques, vous avez des verres finis qui sont faits des verres de série, du prêt-à-porter. Puis le gros business, c'est les semi-finis, c'est ce qui sert à faire des progressifs. Vous avez une usine qui fait des ébauches. Et le gros business, c'est la finition. Ouais. Donc l'industrie, vous avez un métier très mondial qui est l'usine, et vous avez la finition qui est un métier plus local. Donc Essilor et Oya étaient dans 2, mais cela était absolument imbattable en production.
C'était avant tout des génies de la production. Ouais, très centralisé, production centralisée. Ah non, alors au contraire. Non, c'est Sola, Oya qui était centralisé. Et Sola était très décentralisé, ils étaient dans tous les pays du monde. Et donc, ils avaient des systèmes par pays avec des usines qui travaillaient par pays. Oui. Vous voyez ? Et chaque responsable de pays est en même temps responsable d'usine. Voilà, il avait l'usine, il avait tout, vous voyez. Bon. Et c'est pas une stratégie que vous choisissez de faire? Alors, attendez. Alors, le truc qu'on a fait, bien sûr que non. Alors, on fait une très grande étude. On avait vu choisir délocalisation, automatisation. Et on s'est rendu compte que déjà maintenant, à l'époque en France, des usines totalement automatisées, il y avait tellement d'impôts de production que c'était plus cher qu'une usine délocalisée avec des machines merdiques. Hein. Déjà à l'époque. Hein. Bon, donc on a dit on peut pas s'amuser. On avait tous envie de faire des beaux robots partout, mais on a dit non, il vaut mieux partir sur la déloc. Et puis très vite, on s'est rendu compte qu'il fallait mondialiser parce que les normes étaient différentes dans tous les pays. Donc Sola adaptait ses produits au continent, mais on savait très bien que les normes allaient devenir mondiales. Ah. Et donc voilà. Et donc culture générale. Voilà. Et on s'est dit attention. Il faut absolument mondialiser, sinon on va avoir un bordel total. Et donc, évidemment, c'est un des éléments qui a gêné cela, c'est que c'était beaucoup trop morcelé. Vous voyez ? Ils n'ont pas anticipé ça. Pardon ? Ils n'ont pas anticipé le fait que le marché allait se concentrer. Et alors, le coup terrible qu'on leur a fait, c'est qu'aux États-Unis, on s'est amusé, on a acheté les laboratoires de finition. Ouais, ça a été le coup de génie. Alors ça, on a tiré le tapis. Donc là, Sola, ils étaient déjà présents aux États-Unis, Sola. Beaucoup plus fort que nous. Beaucoup plus fort que nous. Ils étaient plus gros que nous, écrasants en production, peu présents en finition. Oui, donc là, vous ne pouviez pas faire une bataille de prix. Non. Parce que déjà... ils étaient plus rentables que nous. Voilà. Donc évidemment, on avait décortiqué tous les comptes. Hein, je ne vous raconterai pas qu'on ait des histoires à dormir debout. On avait une très très bonne idée de tous les résultats. Et ils étaient beaucoup plus rentables que nous. Et donc, on ne peut pas rentrer dans les guerres de prix parce qu'à ce moment-là, c'est eux qui gagnent. Et donc, en fait, on a conçu l'idée de racheter leurs clients. Ouais. Alors là, vous faites une étude de marché, vous vous rendez compte qu'effectivement, ce qui a de la valeur, c'est les laboratoires. Alors, ce qui a de la valeur, surtout, c'est que nous, on est très progressifs. Ouais. On avait des idées de progressifs qui allaient s'améliorer. Et donc, on se dit... Et c'est le gros du marché qui croît très fort. Qui croît plus vite, oui. Ben, c'est les presbytes. Hein. Ça remplace les bifocaux, donc il y a beaucoup de trucs là-dessus. Et puis, en fait, on se met d'accord avec les plus gros laboratoires américains. Alors, le coup encore était masqué, c'est que j'étais nommé PDG. Moi, j'étais donc DG. Je suis rentré DG. Et puis, dès qu'on a rationalisé les histoires, qu'on a vendu tout, ils m'ont nommé PDG. D'accord ? Et Côté a dit, bon, ça va, maintenant, je vous laisse la place. Et alors, ce qu'on a fait, j'étais nommé, je me rappelle toute ma vie, en juin. Et on a passé l'été à négocier dans le plus grand secret. Parce que le secret, c'est capital. Et on a réussi à persuader les 2 laboratoires mythiques des États-Unis. Qui faisaient la finition. Mais c'était Tom Sloan et puis les 2 Fins. C'était vraiment dans la profession, parce qu'il y avait une centaine de laboratoires, c'était les 2 Américains qui dominaient le truc. D'accord. Et qui faisaient de la chimie, du coup. Ils étaient très... Non, attendez. Alors, il y avait ça qui jouait. Et donc, on s'est mis d'accord. Et vous voyez, la stratégie, on leur a expliqué la stratégie. Et on leur a dit, vous allez participer à un mouvement qui va changer l'industrie. Bon, ils savaient aussi que nous, on était très forts en laboratoire par l'Europe. Donc, ils savaient que techniquement, ils ne voulaient pas, notamment sur tout ce qui est chimie et couches minces. Bon, et nous, on avait conçu des couches minces révolutionnaires. Donc, ils savaient très bien qu'il fallait commencer à compter avec nous. Et on leur a dit, évidemment, on vous met dans le coup. Mais ils ont décidé de vendre. Parce qu'ils participaient à un coup stratégique génial. Hein. Donc, on s'est mis d'accord avec des prix très normaux. Parce que, bon, c'était pété de thunes. Hein. Et eux, ce qui les intéressait, c'était de s'amuser. Alors, on a racheté la moitié de la boîte. Donc, ils touchaient du cash. Ils continuaient à travailler. Donc, c'est le truc idéal. Et surtout, ça devenait les grands stratèges qui changeaient l'industrie. Parce qu'évidemment, le gars qui prenait les US, il prenait le monde. Parce que nous, on avait une vache à l'Europe. Si on rajoute la vache à l'US, le Peroya, tout ça, on les tient au courant. On raconte l'histoire en disant, dès qu'on est leader aux US, on va attaquer les gens. Et donc, Tom Sloan et Gary DeFins étaient complètement avec nous. Et on a fait ça dans le secret le plus absolu. On a racheté après 3-4 petits labs. Et au mois de septembre, on a annoncé toutes les semaines. Rachats. Ah oui. Alors là. Toutes les semaines un rachat. Oh là là. Ça a stressé la stratégie d'Oya. Alors là, alors qu'est-ce qui se fait? Sola et Oya se sont précipités en disant, et si l'or est en train de vous concurrencer, nous, on ne va pas s'intégrer.
Et c'est là qu'on a sorti l'arme fatale, c'est qu'on avait inventé un nouveau produit qui était le Chrysal. C'est des nouveaux anti-reflets avec des machines spéciales et tout. Et on a dit à toute l'industrie, on vous donne à tous des Chrysal. Vous prenez ou pas? Et vous savez ce qui s'est passé? C'est qu'en 3 mois, pratiquement, on a eu 50% des labs US qui disent, dès que vous pouvez nous acheter, vous nous achetez. Oui, c'est ça, parce que le coût stratégique, c'était quand même de vous dire que vous ne pouviez pas racheter tous ces labos Non, indépendants. on ne pouvait pas, on n'avait pas de sous. Voilà. Puis nous, on était endettés, il fallait voir qu'on s'était endettés, donc on s'était désendettés en vendant les boîtes, Ouais, et on était encore endettés. Ouais. Donc on ne pouvait pas. Donc on était obligé de dire, on achète la moitié. On était quand même contraints dans le cash. Hein. Vous avez pris les plus gros, enfin les leaders. Les leaders, 3, on a pris que la moitié, on a pris 51, parce Ouais. qu'on était coté en bourse, donc il faut 51. Et puis les autres, en fait, ils ont compris que c'était bien, et donc on a dit, écoutez, on a fait une liste en disant, écoutez, dès qu'on est libre, on vous prend. Donc on avait 5 ans pratiquement de, j'ai une petite larme tellement ça me rappelle des bons souvenirs, et on avait le plan de rachat. Incroyable. Par Ah oui. boîte, Rendez pendant compte 5 ans. Eh oui. Extraordinaire. C'était fantastique. Et on a tenu le truc avec le Chrysal, parce qu'on a vendu le Chrysal à tout le monde. Et alors, ce qu'on a dit, vous savez pourquoi on fait ça? On a fait comme les magasins Apple. On a dit, on va prendre des magasins pour vous montrer comment on fait. Mais fondamentalement, ce qu'on veut, c'est monter le marché. Et le marché américain a explosé. Parce qu'en mettant les Chrysal, ça a fait une valeur ajoutée énorme et qui fait que le marché a explosé. Donc, ça a mis de la beaucoup- lunette. des verres, tous les verres. Avant, les Américains étaient très en retard, et donc tous les vernis anti-reflets américains étaient nuls. Oya et Sealer, on avait 10 ans d'avance sur eux. Et donc, ils savaient très bien que c'est dangereux. Et nous, on a dit, on vend les Chrysal à tout le monde. Hein. Et on leur a fait des prix très bas. Hein. Il n'y avait pas... Oui, donc il y avait quand même, c'est la technicité du produit Voilà. qui Et vous les a aidé gars à les achetaient les convaincre. trucs en Voilà. disant, écoutez, je vous prends vos Chrysal, mais vous êtes d'accord sur la liste des acquisitions, je suis prêt à vendre, vous voyez. Ouais. Et donc, on a calmé tout ça. Et donc, alors, ceux-là étaient complètement paniqués, parce que là, évidemment, ils perdaient tout. Et puis, Oya, il était emmerdé parce qu'il y avait le Chrysal. Ouais. Alors là, Ça va arriver chez nous. et il a pris un an de retard, et on l'a pris de vitesse. Après la Chine, comment vous allez en Chine? Alors après, non, c'est comme autre chose, c'est-à-dire qu'après, moi j'étais donc commencé à être bien installé, j'expliquais, écoutez, on veut être des vrais leaders mondiaux, on va toucher des vrais sujets. Et donc c'était dans les années 90, ouais c'est ça, 80, non je suis rentré en 90, c'était 96, 97, il y avait Chine, Russie et Inde. Alors bon, la Russie, c'était vraiment l'époque où c'était très difficile de travailler en Russie à cause de la mafia, Donc, et puis c'était très brutal. Et donc on a choisi Chine et Inde. Et puis on a décidé d'aller sur la Chine d'abord. Hein. Et alors là, on a une chance énorme avec, on a embauché Reuilly. Et là, racontez-nous, c'est fantastique, parce que vous partez comme ça, vous allez visiter la Chine, et puis vous avez embauché un patron qui a C'est été... que vous voyez, là on démarre de zéro. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on démarre de zéro? Qu'est-ce qu'on fait? Alors moi, on a voyagé. Moi, j'ai commencé à y aller. Il y avait quand même 2-3 types qui s'y connaissaient un peu la Chine. Mais vous vous promenez dans la ville. Donc au début, je me rappelle toute ma vie, on allait dans Shanghai. Et alors ce qui était frappant en Chine, c'est que personne n'avait de lunettes. Il n'y a que le Parti communiste qui avait des lunettes. Et les militaires. Et donc, dans la rue, et on voit qu'ils sont tous myopes comme des taupes. Myopes comme des taupes. Et donc, alors qu'est-ce qu'il y a? Dès qu'on voyait quelqu'un dans la rue, on disait... donc, on avait les traducteurs. Où est-ce que vous achetez votre lunette? Bon, on allait voir l'opticien. On discutait avec lui tant bien que mal. Où est-ce que vous avez acheté vos verres et vos lunettes? On prenait l'adresse, on allait voir les usines. Donc, on a fait le truc en partant vraiment de 0-0. Observation terrain. C'était super marrant. Et alors, à un moment donné... On est en quelle année, là pour, 94. Et là, à ce moment-là, on est approché par le gouvernement. Et il y a un groupe, la CITIC, c'était une banque d'affaires. Le président était le fils de Deng Xiaoping. Donc ça tapait très haut. Ouais. Hein. Et donc, il nous propose un JV 50-50. Ah oui. Ouais. On commence par un JV 50-50. Et puis, et on fait les études de stratégie avec BCG et tout ça. Et donc, il y avait peut-être possibilité, soit on rentre en distribution parce qu'il n'y a pas de distribution, soit on rachète. Alors, il y a un coup de théâtre, c'est que 6 mois après la JV, le Parti communiste arrive et nous propose de racheter le fabricant de verre qui fait les fabricants pour le parti et pour l'armée. Ouais. Alors, il y avait à l'époque, je me rappelle toute ma vie, 27 000 personnes.
alors qu'à Silor, on était à 9000. Alors, on était un peu plus maintenant, parce qu'on avait fait les US. On était en train de faire les US, donc on était, mettons 15 000. Vous avez regardé poliment, et puis vous avez dit... Oui, et puis on s'est dit qu'on va... Bon, et puis c'était des verres minéraux, des trucs qui descendent, et donc on part en organique. Alors, là, on a négocié avec le partenaire, on a dit, écoutez, nous, on est prêts à vous faire une usine géante. Donc, on a mis ces 50 millions, là, c'est pour nous une très grosse somme. Et on a demandé au gouvernement chinois, vous allez voir, c'est très intéressant par rapport à ce qui se passe avec l'électrique. On a dit qu'on est prêt à mettre une usine, mais on vous demande des droits de douane. D'accord ? Parce qu'il faut qu'on soit à égalité. Votre usine, elle va être moins compétitive que les usines thaïlandaises et philippines. Donc, pour qu'on puisse monter, on vous demande. Et donc, ils ont mis des droits de douane. Oui. Donc, nous, on a négocié les droits de douane, pour le compte. Et on a dit, on va monter l'usine. Et alors, on a vidé l'Amérique. Alors, ça, c'est où Réunion, le patron de la production, était génial. Et c'est là où la centralisation de la production est clé. C'est qu'évidemment, au Réunion, on l'a mis complètement au courant de tout ça. Et il a dit, écoutez Xavier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va charger l'usine chinoise avec le volume américain. Alors, tout de suite pour la faire monter en cadence. Voilà. Parce que le marché, on sait qu'il était tout petit. Donc, cette usine, elle est montée en cadence. Alors, l'hiver, c'est très lourd en capital. Il faut que les usines soient chargées. Et donc, on a fermé une usine américaine. On a tout chargé. Et donc, on a commencé avec une... Alors, ça, on a dit ça aux Chinois. Hein. Alors là, on s'est très bien fait voir par le gouvernement chinois. Parce qu'évidemment, ils étaient très contents côté. Et donc, on a une équipe absolument extraordinaire. Rappelez-nous comment vous avez trouvé votre patron de la Chine. C'était... Celui de Danone, oui, alors, il faut parler de Danone parce que, en fait, c'était Franck... Non, c'était Antoine. En fait, il faut partir à De Gaulle. De Gaulle, quand De Gaulle a reconnu la Chine, il avait donné des places à l'ENA pour former les Chinois. Et Reuilly a été un des 10 Chinois qui a pu aller à Reuilly, c'est celui qui a bossé pour Danone, voilà, avec Antoine. Alors en fait, il était embauché par Antoine parce que il faisait des stages de préfecture et je crois que c'était une inauguration d'une usine. Il tombe sur Antoine Riboud qui voit le génie. Alors Reuilly est génial, hein, et il voit tout de suite le génie et il l'embauche et l'envoie à HSC. Et c'est Reuilly qui a lancé le yaourt en Chine. Alors, je suis très ami de Franck, hein, qui est absolument génial. Mais quand Antoine a passé les commandes à Franck, Reuilly s'est senti seul parce que, vous savez, les Chinois, c'est comme Tintin au Tibet. Hein. Vous voyez Tintin au Tibet, Chen, vous voyez, pareil. Et donc, il s'est senti un peu tout seul. Et Chérier, le patron de l'Asie, qui était un type exceptionnel, avait donc vu ce truc-là. Et un jour, il m'appelle, je partais à la campagne en week-end. Il me dit, Xavier, demain matin à Shanghai. Alors moi, j'étais parti en Normandie. Avec les enfants pour le week-end. Avec les enfants. Alors j'ai écouté les enfants. Il y a des moments donnés où le destin passe. Je m'excuse, mais demi-tour. Vous passerez un week-end à Paris. J'attrape l'avion de Shanghai. Coup de peau. Le destin était là. Et le lendemain matin, je tombe sur... Alors j'ai pas raconté dans le bouquin l'histoire, mais l'histoire est absolument authentique. J'ai tout de suite vu que Reuilly avait perdu son père spirituel. Même si dans la réalité, Antoine Riboud, il ne le voyait pas tous les jours. Hein. Ouais. Mais c'était... son mentor. Et alors à ce moment-là, je lui dis, écoutez, Reuilly, vous voyez le téléphone, le 1, c'est ma femme, le 2, c'est ma fille Nadège, le 3, c'est ma fille Laetitia, le 4, c'est ma fille Caroline, le 5, c'est ma mère. Si vous rentrez, vous êtes 6. Wow. C'est l'époque où on avait des petits téléphones. Il a signé. On n'a même pas discuté fric. On s'est rangé après. Donc lui, il connaissait la Chine parfaitement. Il avait mis les yaourts. C'est lui qui avait monté l'histoire de... Alors, j'ai demandé à Reuilly d'écrire un livre. Hein. Il va écrire un livre sur toute sa vie. Vous allez voir, c'est à couper le souffle. Donc, je suis en train de l'écrire avec ma fille Nadège. On l'aide avec ma fille Nadège à écrire le livre. Vous allez voir, c'est à couper le souffle. À couper le souffle. Pour les petits Français, ça fait du bien de lire ça. Hein. Parce qu'il a vécu la révolution culturelle. Hein. Et donc, alors, c'est un génie à cause de ça, Reuilly. Hein. Donc, on raconte tout ça. Et après, l'histoire a été... Donc là, vous êtes parti en croissance organique, mais avec lui. Avec lui. Et voilà. Donc, du coup, vous montez l'usine. Alors l'usine, on la monte, elle était chargée par les US. Et le coup de génie, qui était à la fois Reuilly et les équipes siloriennes, c'est qu'on a inventé Amazon, en fait. Parce que, qu'est-ce qui se passait c'est là où vous comprenez... Pour pénétrer les marchés, il faut qu'il y ait une alliance entre des gens de terrain et les gens de siège. Parce que nous, on a une grande expérience. Chéri et moi, on était très rodés à tous les trucs de stratégie. Et alors, en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on a dit, vous allez voir les opticiens. Et alors, les opticiens,
ils étaient, si vous voulez, ils avaient des petites voitures, et toute l'organisation industrielle, c'était des petites usines au-dessus des grandes villes. Donc vous aviez au-dessus de Shanghai une usine de monture et une usine de verre. Que faisaient les opticiens? Les opticiens, tous les week-ends, ils partaient avec leurs petits tricycles, etc., et ils allaient acheter des stocks de verre et des stocks de monture. Pour toute la semaine. Pour la semaine. Mais évidemment, le vendredi, il n'y avait jamais le bon verre. Donc, ils vendaient quand même le verre en disant, c'est comme des chaussures, votre œil va s'y habituer. Et c'est un peu vrai parce que vous avez une capacité d'adaptation. Mais c'est crevant. Alors nous, qu'est-ce qu'on a fait? Reuilly, et ils ont tout cassé. On a monté des stocks dans les grandes villes, complets, avec des mobylettes. Et l'opticien passait des commandes et il avait, 1 heure après, le bon verre et la bonne monture, exactement le bon. C'était le premier parce de l'époque. qu'il pouvait dire, je veux un plus 0,25 et un moins 5,75. Exactement. Donc c'était un beau verre et c'était le bon verre. On l'a appelé confiance. Confiance. Le verre confiance. Vous voyez? C'est vachement fort comme truc. Alors évidemment, le marketing central disait qu'est-ce que c'est que ces noms tordus, mais c'était du vrai marketing. Et alors après, si vous voulez, on a joué avec les parents, c'est-à-dire qu'on a montré que les enfants qui avaient des verres Essilor avaient de meilleures notes. Vous comprenez? Et oui, parce que quand ils voient tous mal, hein, vous corrigez l'enfant. Donc on a commencé à appeler le verre good student. Et on disait aux grands-parents, vous voulez que vos petits-enfants soient en première classe, verre Essilor. Vous voyez? Marketing. Puis alors après, on allait de ville en ville. C'est-à-dire que, moi je me rappelle toute ma vie, j'étais greuillé à Tianjin. Et puis alors, on voit le maire de Tianjin. On dit, mais attendez, c'est une catastrophe. Les gens ne sont pas corrigés comme à Shanghai. Donc vous y voyez mal. Moi, je suis un industriel. J'hésite entre Tianjin et Shanghai. Mais je vais à Shanghai parce qu'ils sont corrigés. Arrangez-moi ça tout de suite. Alors le maire tapait sur la table et puis il disait, faites-moi un hôpital. Vous voyez, tous les trucs. Et donc on a joué les villes les unes contre les autres. C'est comme ça qu'on a... Donc les histoires qu'on... Et alors Oya dans cette histoire, qu'est-ce qu'il faut si vous voulez, techniquement, dans les produits. Mais alors Oya, si vous voulez, il était très fort. Parce qu'on l'a pris de vitesse. Mais Oya avait une supériorité sur nous. Voilà, sur les verres. Les hauts indices, parce que... Les 1,6, parce que les 1,6, ça permet d'avoir des verres plus minces. Et tous les Asiatiques sont myopes. Donc, Oya nous utilise comme des coucous. On a cassé les verres minéraux avec les verres organiques. Et donc, le marché est gros. Et le père Oya arrive avec... alors là, il a fait du tabac. Là. Alors, donc, il s'est mis sur notre... Il a surfé sur notre vague. Donc là, on a commencé. Alors, heureusement, c'est là où était arrivé la JV avec Nikon. C'est à l'époque, on s'était marié avec Nikon. Et on a souffert pendant 3 ans. Mais on a très vite eu accès au monomère japonais qui n'était pas permis pour les Français et les étrangers. Et grâce à Nikon, on a eu les monomères. Et grâce aussi à la Corée. On a fait une JV en Corée avec une boîte extraordinaire. Et là, on a pu attaquer à ce moment-là le Japon, la Chine avec les verres japonais et les verres coréens. Donc, on a fait du multi-réseau. Donc, donc l'histoire, elle est absolument prodigieuse parce que on a effectivement ouvert le truc et on a eu du pot. Alors, il nous a quand même fait très, très mal. Père Oya, ils sont super bons et le Sato est un vrai génie, le patron d'Oya. Et donc, là, on a souffert, mais très, très vite, on a réussi, grâce à la joint venture Nikon, à avoir accès au monomère Mitsui. Et grâce à ça, on a réussi à faire des verres minces, mais ils ont quand même fait très mal. Hein, Et puis, d'ailleurs, je fais une aparté parce que vous parlez dans votre livre du respect aussi pour les concurrents et notamment pour Sato. Et je pense que c'est quelque chose peut-être à expliquer aux auditeurs. J'ai pleuré à ce moment-là. J'ai écouté le podcast de Pauline Legnaud. C'est extraordinaire quand vous racontez que vous avez un côté chevaleresque. Ça me plaît, ça. C'est-à-dire que vous aimez bien faire la bataille, mais il y a un code d'honneur. Et alors, du coup, voilà, on aime bien faire la stratégie, on aime bien aller... on n'est pas dans un pays de bisounours, il faut l'attaquer, voilà, mais il y a un code d'honneur. Et vous racontez ce dîner avec Sato, qui était donc le patron de direct, qui annonce sa retraite. Alors, il faut avant vous expliquer les trucs. On a, en 90, vous voyez, donc, en 2000, c'est en 99. En 99, on a été approché par Nikon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Oya nous attendait en Asie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cogné tout le monde. Ils ont écrasé tous les concurrents, notamment les Japonais. Et donc, Nikon s'est trouvé, qui était numéro 3,
s'est trouvé en perte parce que Oya poussait tellement fort pour nettoyer le marché japonais qu'ils sont venus vers nous. Et comme on avait réussi aux US, quelqu'un qui écrase les Américains par un Japonais. Donc, on a commencé à négocier, on s'est mis d'accord avec Nikon pour faire une joint venture japonaise. Et alors là où j'ai fait un coup très important, c'est que je savais que pour Sato, c'était le pire d'apprendre qu'Essilor s'allie avec son pire concurrent au Japon. Et alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai été le voir pour lui annoncer avant que ce soit public. Donc j'ai eu des problèmes avec les banques d'affaires et les avocats qui m'ont dit « Xavier, vous êtes fou ». Mais j'ai dit « Écoutez, j'ai mes raisons ». Et donc j'ai fait l'aller-retour uniquement pour dire à Sato, je vous préviens, on fait une JV avec Nikon. Voilà, je vous le dis, comme ça prévenez vos chefs pour pas perdre la face. Parce que lui, s'il était pris, et donc il a pu. Et là, ils m'ont été éternellement reconnaissants. Donc là, c'est comme ça qu'on a Alors que c'est votre concurrent direct. créé des codes d'honneur, oui. Ah, incroyable, un code d'honneur. Mais il a été absolument remarquable parce que quand on a eu des histoires avec la guerre d'Irak, par exemple, les équipes évidemment tapaient sur Essilor qui défendait, vous voyez. Donc tous les boycotts américains, et là Sato a arrêté toutes ces équipes d'un mot, il a dit vous arrêtez les conneries, paf. Et donc notre pire concurrent se comportait bien avec nous, vous voyez. Donc on a eu tout le temps des exemples. Ils ont eu des très gros soucis un jour, ils ont eu un flooding, leur usine a été sous 2 mètres d'eau, et on leur a envoyé des verres pour pas perdre les clients. Incroyable. Très élégant. Très élégant. Mais c'est très élégant parce que on n'a jamais eu, quand on avait une JV avec eux qu'on a fermée, toujours c'était clean. Après on avait des tas d'histoires de brevets, c'était toujours, les mecs étaient absolument impeccables. On a tout réglé très élégamment. Mais parce qu'avec les brevets sur les progressifs et tout ça, je peux vous dire que on pouvait rentrer dans les batailles et ça a toujours été très clean. D'ailleurs, quand j'ai pris ma retraite, il m'a offert un très beau cadeau. Il m'a offert 2 statues de samouraïs. C'est les samouraïs très connus qui s'étaient battus pendant toute la ville. Et quand il y en avait un qui gagnait sur l'autre, il filait des soldats. Vous voyez, il filait des soldats pour que ça s'équilibre. Ouais, c'est le cadeau. Et alors, ce que disait Julien, racontez-nous votre dîner. Le dîner... Ah oui, c'est la sortie de... Oui, alors... Vous pensez qu'il va vous annoncer qu'il rachète? Oui, alors donc évidemment, alors je reprends la JV a très très bien marché. Et puis donc on les a bien secoués, mais bon, ils étaient quand même très forts, donc on ne pouvait pas complètement les déplacer. Puis je pense qu'il ne fallait pas, parce qu'il fallait laisser... Bon. Et puis donc, moi j'allais tout le temps au Japon. Et puis un jour, c'était en 2003, plus que ça, ah oui, donc c'était plus que ça. Et donc, c'était peut-être 2010, vous voyez, c'était 3 ans avant mon départ. Je suis au Japon pour les budgets. Puis coup de téléphone de la secrétaire, Sato veut vous voir. Le père Sato qui sait que je suis là. Alors, je commence à pas aimer. Sato veut vous recevoir au restaurant. D'accord. Alors j'ai goûté, d'accord, je viens avec un témoin parce que quand vous êtes patron d'une boîte cotée, il faut attendre. Et donc il faut qu'il y ait un témoin qui est là pour prendre toute la conversation. Ah, pour pas qu'il y ait entente illégale, ce genre de choses. Okay. Et donc on faut des micros et il faut que toute la conversation soit écrite. Voilà, donc il y a quelqu'un qui assiste au truc. Alors ça, je ne l'ai pas raconté, mais c'était encore le gag absolu. Parce que bon. Et alors on discute, et puis moi j'étais sûr qu'il m'annonçait qu'il achetait Zeiss. Ouais. Et alors là, parce qu'il voulait, pour moi, il me faisait le coup que je l'avais fait en annonçant. En annonçant la JV. J'y vais vraiment tendu. Et parce que ça aurait été un gros coup. S'il l'avait fait... Ah bah il rattrapait. 15 ans de boulot qui était... Il nous rattrapait, il rachetait Zeiss. Zeiss, c'était le 3e. Alors oui, parce que Sola, on l'a foutu en faillite. En fait, on a fait capoter Sola. On a voulu racheter Sola, interdiction antitrust. Ouais. Et du coup, donc c'est Zeiss qui a racheté Sola. Alors évidemment, c'était pour nous un très mauvais coup parce que... Mais on a tellement cogné sur cela que le pauvre Zeiss, il a mis 10 ans avant de s'en sortir. Donc on était vraiment dans la bataille avec Sato. Et alors, alors j'arrive au déjeuner, très bon restaurant, etc. Et puis bon, et puis à un moment donné, il dit Fontanet, j'ai un truc important à vous dire. Alors moi je descends. Puis il me dit je pars à la retraite. Pas du tout le rachat de Zeiss. Alors, je voulais que vous le sachiez. Le premier qu'il sait, c'est Suzuki, le propriétaire d'Oya, puisque Oya, c'est la famille Suzuki. Et propriétaire d'Oya, je voulais vous souhaiter le second, en souvenir. Bien sûr. Alors après, il me dit, écoutez, Fontanet, je vais vous dire. Alors, on avait été nommé au même moment. Il était rentré comme patron de Sola Vision Care à 2 mois près, quand j'étais rentré. Donc, oui, c'est-à-dire en 90, c'était 23 ans. On a fait 23 ans ensemble.
Et parce que j'ai fait 23 ans chez Essilor. Hein. Et donc, si on avait fait 20 ans ensemble, il dit, Fontanet, je vous trace tous les jours à la culotte. Ah bon? Ben oui, parce que moi, je voyageais beaucoup. Et comme quand je voyageais, j'allais voir les clients. Donc, les gens de cela, de Oya, savaient. Et donc, ils savaient, ils me traçaient. Il dit, tous les matins, je dis, je cogne Fontanet, je casse Essilor, etc. Mais je voulais vous dire, je me sens plus proche de vous que de la plupart de mes amis, même japonais. Oh là là. Je fonds en larmes. Du coup, lui, il fond en larmes. Et dans le grand restaurant, alors le mec, il prenait les notes. Alors, il était... Et alors, tous les gens commençaient à nous regarder. Qu'est-ce que c'est que ces deux mecs qui pleurent, quoi. Oui, pas très culturel. Ben oui, dans le grand restaurant. Puis il est très beau. Je vous montrerai la photo. Il est vraiment, ce mec il aurait fait un acteur de cinéma exceptionnel. Hein. Et vraiment, je vous montrerai la tête de ce gars-là. Il était extraordinaire. Et je laisse ça passer 1 minute. Et je lui dis, Sato, je vais vous dire un truc que j'ai dit à personne. Sans vous, on n'aurait pas fait Essilor. Parce que c'est grâce à la bagarre. Parce que moi, pour commander Essilor, c'est pas compliqué. Je disais, attendez, qu'est-ce qui se passe là? Dès que je disais, Oya fait ça, etc., tout le monde bouge. C'était pour gérer Essilor, on avait besoin d'avoir Oya. Et je lui dis, écoutez, Sato. Et d'ailleurs, quand j'ai parti, ils m'ont fait une surprise, c'est quand j'ai pris mon départ, ils ont invité sans me prévenir Sato. Oh. Pour le pot de départ. Au départ. Et donc Sato est venu, alors il a fait un speech à pleurer de rire, parce qu'il racontait exactement l'histoire de son point de vue. Et quand il a fini, il y avait peut-être 700 ou 1000 personnes dans la salle, c'était un grand truc. Les gens d'Essilor se sont levés, ils ont fait un standing ovation à Sato, je vous assure, ça a duré 3 minutes. Quand vous demandez, tous les gens qui sont sous Essilor, ils sont montés sur les chaises, et ils ont fait un standing ovation, et Sato était en larmes, il m'a dit, Monsieur Fontanet, on ne m'a jamais félicité de toute ma vie comme ça. C'est beau, hein? Quel respect, un code d'honneur. Non, mais c'est Nadal et Federer. Ouais. Oui, c'est la God, c'est là que Cette vidéo. Et on a tiré la profession très très haut grâce à ça. Et d'ailleurs, c'est ce que vous dites avec beaucoup de recul que finalement, c'est souvent la compétition, les compétiteurs qui vous font progresser. Et bien sûr. Et vous avez un mot qui m'a... C'est tout l'art de la stratégie. Et vous parlez à un moment de Napoléon en disant finalement, Napoléon a peut-être perdu Waterloo parce qu'à un moment, sa concurrence est tombée. Il y a eu peut-être moins de challenge. Alors, oui, alors, si vous voulez, attention, là, on va faire de l'histoire. Je pense que Napoléon, si vous voulez, pour moi, le pic de Napoléon, c'est Austerlitz. Ouais. Bon, j'ai lu 10 bouquins, j'ai lu 50 bouquins sur Napoléon. Je sais que vous êtes passionné de Napoléon. Et je pense que c'est pas une question par hasard. C'est un véritable génie, donc c'est un mec à la fois horrible et c'est un mec complètement génial. Je pense que là, il faut vraiment lire l'histoire. Il est grimpé, le top, c'est vraiment Austerlitz. Hein. Après, il y a eu Wagram, puis après, Hello, tout ça, c'est un peu tombé. Le problème qu'il a eu, mais on ne peut pas juger des types aussi géniaux, c'est qu'il a quand même vieilli. Hein. Il n'a pas changé les équipes. Les équipes ont vieilli. Et puis, vous avez quand même Wellington qui est monté. Alors après, il n'y avait pas assez de monde qui l'engueulait. Bon, après, il y a eu quand même, on peut dire que la guerre d'Espagne, ça n'a pas forcément la meilleure idée. La guerre la campagne de Russie, c'est pas ce qu'il y a de mieux, donc il a commencé à faire des bêtises. Et puis vous avez eu la montée de Wellington. Parce que il faut lire Wellington. Et Wellington, en fait, a commencé à étudier Napoléon dans la guerre d'Espagne. Donc il étudiait, il était là. Et donc Wellington a étudié toutes les techniques de Napoléon. Alors il a eu du pot sur Waterloo, mais de toute façon il l'aurait eu plus tard. Oui, il aurait fini par l'avoir. Il aurait fini par l'avoir, parce que ça tombait. Mais ce que vous dites, c'est que Napoléon avait un génie, et c'est exactement ce que vous nous racontiez avec Essilor, c'est qu'il était capable de décrire la stratégie et de la faire passer à ses équipes. Si vous voulez, là je vais vous raconter un truc qui est très intéressant, c'est qu'au BCG, il y avait un gars très copain qui s'appelait Bolko von Oettinger, donc c'était un Allemand qui avait monté BCG en Allemagne. Et donc, nous, à partir de BCG France, on a commencé à faire des études en Allemagne pour pouvoir monter BCG Allemagne. Et donc, Bolko était le patron du bureau de Munich. C'était un mec absolument adorable, qui avait une culture. Alors, on se bagarrait parce que moi, je défendais Napoléon et lui défendait Clausewitz. Du coup, je me suis payé tout Clausewitz. Et lui, il se paye tout Napoléon. Et à la fin, j'ai quand même trouvé les phrases très importantes. C'est que Clausewitz, à la fin de sa vie, reconnaît que Napoléon était plus fort que lui. Alors vous savez le truc, c'est que Clausewitz, en fait, il se mettait à 25 km des batailles dans un beau château.
Donc, il avait besoin de la tranquillité du château et du confort des sièges pour pouvoir bien réfléchir. Et donc, on lui envoyait, il se faisait faire des cartes extrêmement précises de la bataille, avec constamment les cavaliers qui amenaient en décrivant. Et donc, il pilotait la bataille comme ça. Napoléon, c'est pas pareil. Napoléon, il allait la veille au soir, dans les camps, notamment Austerlitz, c'est absolument avéré, il allait expliquer aux grognards la stratégie. Et les grognards disaient, tu nous prends pour quelqu'un de sérieux, on sera là-dedans. Et c'est vachement important pour les Français. C'est quand vous expliquez bien, le Français, si vous voulez, il a besoin de comprendre la grande stratégie pour obéir. Sinon, le Français désobéit. Et moi, c'est ça qui m'a beaucoup aidé, c'est que pour piloter un Français, c'est pas comme un Allemand. L'Allemand, il va obéir. Il va obéir. L'Américain, si vous l'envoyez dans le mur, il va obéir. Et même l'Américain, il va vous dire, écoutez, j'y vais, mais je veux plus de fric pour taper plus fort. Et il ne va pas contester. Le Japonais, il va vous mettre en garde en disant, attention, vous n'avez pas vu ces détails. Le Japonais est plus critique. Hein. Mais l'Allemand, il est comme l'Américain, il va obéir. Et alors donc, Clausewitz a la phrase extraordinaire, c'est que les Français étaient supérieurs aux Allemands parce qu'ils s'appropriaient la stratégie, alors que les Prussiens, plus nombreux et mieux équipés, ne faisaient qu'obéir au chef. Ouais. Vous voyez ? Et donc, moi, c'est devenu la clé absolument de management, c'est de former la stratégie. Parce qu'une fois que les gens sont formés à la stratégie, je veux dire, tous les problèmes se règlent. Il n'y a plus que le problème de choisir les gens, c'est même plus la peine de rentrer dans le détail. Les mecs, les garçons, filles, ils comprennent tout. Donc, toute ma technique, ça a été de devenir prof. Et c'est ce que je fais à ma retraite, quoi, voilà, en gros. Alors, next game. Exactement, c'est la dernière partie. L'idée, c'était de te dire un peu quelles sont vos actualités, en fait. Quand vous nous racontez une vie chevaleresque extraordinaire de grands leaders, de grands chefs d'entreprise. Oui, j'ai pas fait exprès, je vous mets à l'aise, je me suis jamais rendu compte. Eh ben, c'est encore mieux. On s'est pas rendu compte. On s'est absolument pas rendu compte, c'est avec du recul. C'est quand on a vu la CAPI dépasser 100 milliards. On se dit, ah. Ah oui, on l'a connu, avant. Alors, mais à la limite, je vais vous dire, non, à la retraite, alors moi, j'aurais dû, comme beaucoup de mes amis, partir en Suisse, Canada ou à Singapour. Hein. Parce que moi, j'ai pris la retraite au moment de Hollande. Et donc, moi, je voulais rester français, peut-être hommage à mon père. Vous savez, mon père était homme politique et ministre de Gaulle et de Pompidou. Et donc, moi, j'avais ce petit côté quand même. Et puis, oui. Et puis, alors, moi, le diagnostic très simple que je fais je pense que les Français sont très malins, mais sont mal enseignés. Donc, moi, le diagnostic évident, c'est que tous les cours d'économie, c'est une catastrophe. Et plus je creuse le sujet, plus c'est horrible. Et donc, en fait, moi, j'ai dit, je vais donner ma retraite. Au fond, le truc que je fais, c'est de la pédagogie. Alors, je m'en suis tiré avec les histoires en faisant des fondations. Donc, j'ai monté des fondations. J'ai été abrité par HEC, donc je suis devenu prof HEC. Donc, en fait, j'ai envoyé beaucoup de monde comme étudiant, envoyé des étudiants valeureux. Donc, j'ai financé beaucoup de trucs. J'ai fait une fondation pour faire des stratégies dans les quartiers. Ça s'appelle les Jeudis de la stratégie. Donc, j'ai 1100 chefs d'entreprise dans le 94, 92, sud de Paris, Guadeloupe, Martinique, Réunion. Et donc là, je les ai formés aussi à la stratégie. Donc j'ai fait des tas de trucs comme ça. Et puis alors, j'ai eu un pot fou. C'est que j'étais prof HEC parce que comme j'étais abrité par HEC, j'étais prof de stratégie. Alors c'est là que j'ai commencé à réfléchir. C'est que le patron de HEC m'a dit, Xavier, écoute, tu as fait du BCG, tu as fait du concret, viens voir ce qui se passe en stratégie chez moi. Bon, HEC. Alors je lui ai dit, écoute, je regarde, mais il y a des cours de stratégie, mais c'est pas comme ça que je le ferais. Ben vas-y. Et donc, je lui ai dit, écoute, tu me passes 25 élèves, et puis je vais commencer à écrire un cours. Donc, j'ai commencé avec des élèves. J'en ai fait aussi avec la Cato, ils m'ont passé aussi 25 élèves de l'autre côté. Et puis, j'ai fait beaucoup de séminaires avec des entreprises. Et donc, j'ai conçu le cours. Et alors, à un moment donné, j'ai eu un coup de peau énorme. C'est que une nièce d'Alain Veil, donc le propriétaire de BFM, était élève. Elle a dit, tonton Veil, il faut que tu vois Xavier. Xavier m'a dit, Alain Veil m'a dit, écoutez Xavier, faites vos cours d'HEC à BFM. D'où BFM. Voilà. Vous comprenez le truc? Des rencontres. Que des rencontres. Ah oui, donnez-nous un peu vos lectures. Vous lisez Marc Aurèle. Ouais, Marc Aurèle. Pensez pour moi-même de Marc Aurèle. Pensez pour moi-même. Il y a un très bon livre là, de Frédéric Lenoir qui vient de sortir sur Marc Aurèle. À lire, j'en parlerai aussi dans mon podcast. Non, alors, le truc le plus important de Marc Aurèle, c'est de comprendre
quels sont les éléments sur lesquels vous avez du poids et les éléments sur lesquels vous n'avez pas de poids. Oui, si par exemple vous dites au soleil, couche-toi plus vite, vous voyez, donc tout, il faut savoir dans le monde tout ce sur quoi on n'a pas d'impact pour pas s'épuiser dessus. Et vous voyez, donc ça c'est le premier truc. Et puis en gros, il y a quand même tous les gens qui vous ont aidé, tous ceux qui vous ont pas aidé. C'est-à-dire qu'il faut faire la liste. Vous faites la liste de tous les 10 personnes qui vraiment vous ont structuré et vous essayez de dire pourquoi. Et vous faites la liste des 5 ou 10 qui vous ont emmerdé et puis vous dites pourquoi. Ça, c'est un exercice le plus intéressant. Qui vous a aidé? Alors, plus intéressant, c'est qui vous a aidé. Et pourquoi? C'est les profs, c'est les gens qu'on rencontre. Et donc ça, c'est de Marc Aurèle. Donc cette Marc Aurèle, il faut y penser pour moi-même. Et puis, alors moi, je fais beaucoup lire le bouquin de Perfit, du miracle en économie. Alors il y a Société de confiance, mais le bijou, c'est du miracle en économie. C'est une réflexion sur la confiance. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer Perfit quand il était en train d'écrire ça. Et comme c'est un homme politique, il n'avait pas beaucoup d'expérience de l'entreprise, et donc j'ai eu la chance de passer plusieurs après-midi avec lui. Ah oui, pour faire. Et donc c'est lui qui m'a structuré intellectuellement, parce que la confiance c'est la clé de tout. Hein. La confiance c'est ce qui fait que ça. C'est pour moi, c'est la confiance en soi, que chacun a confiance dans l'autre, et confiance dans la stratégie. Et donc Perfit l'explique très très bien. Il faut lire Braudel absolument. Alors moi je pense qu'il faut lire la grammaire des civilisations. Et il faut lire peut-être... alors, le truc de Braudel, mais c'est très très lourd, mais il faut vraiment les lire. C'est les 3 livres qu'il a fait sur la civilisation matérielle. Donc, c'est en gros toute l'histoire du monde économique sur 1000 ans. Donc, Rien que ça. Ah ben, c'est 3 fois 500 pages. Hein. À mon avis, il faut lire Droit, législation, liberté de Hayek. Alors, Hayek, il est très très mal vu, mais il faut absolument lire, à mon avis. Oui, droit, législation, liberté, c'est vraiment la cœur de l'économie de marché. Sur la stratégie, évidemment, votre livre, hein, oui. Le dernier, vous avez il écrit. faut lire le Jobs. Ah ouais, celui-là, il va. Celui-là, il est s'écrit comme un roman, avec Pierre Pupier. Oui. Donc, ça s'appelle De la stratégie en entreprise. Alors, vous savez que c'est un livre de classe, en fait, parce que vous avez la théorie BCG dans le premier chapitre. Et puis... Il y a 4 chapitres d'application, la petite boîte, les services, le portefeuille stratégique, et puis la conquête du monde. Et puis, surtout, vous avez vu le 260 ? Après, vous avez un code. Alors, vous avez à la fin un QR code qui vous permet de jouer avec mon jeu. Alors, parlez-nous, Stratena. Alors, Stratena, c'est venu par hasard, encore une fois. C'est un jour, quelqu'un voulait absolument me voir. Par Twitter, il me le truc. Et puis, il a une boîte qui fait des serious games, Alexis Lacapelle. Il m'a dit, écoutez, je pense qu'on peut faire un truc formidable. Et donc, moi, j'ai conçu tout un échiquier stratégique. Et lui, l'a mis en musique avec sa boîte. Et donc, le truc est en train de prendre de l'ampleur, là, maintenant. Donc, il faut expliquer. Alors, Stratena, je vous mets en position de PDG. C'est-à-dire que vous êtes PDG d'une boîte et vous êtes dans un environnement concurrentiel avec des créneaux. Donc, c'est exactement conseil d'administration. Tous les créneaux, vous avez les actifs engagés, vous avez les parts de marché, les résultats. Et puis, chaque année, vous décidez, vous connaissez risque. Ben, c'est exactement risque en économie. Vous mettez vos pions. Et alors, en fait, il y a 2 façons de jouer. On peut jouer les uns contre les autres, ou vous jouez contre les intelligences artificielles. Alors, jouer les uns contre les autres, c'est très compliqué avec nos emplois du temps d'être tous ensemble. Donc, en fait, vous jouez contre... Donc, j'ai mis des intelligences artificielles chez les concurrents qui ont des stratégies, et vous jouez contre eux. Et donc, on voit à la fin le score. Alors là où ça commence à devenir intéressant, c'est que je crois que maintenant, il y a pratiquement 100 000 parties. Et donc, quand vous jouez, vous savez où vous êtes. Surtout, vous voyez ? Parmi toutes les parties. Et le meilleur PDG. Et les meilleurs viennent à la télé. Et alors, les meilleurs, c'est quoi? C'est des ingénieurs? Ah ben, vous n'avez pas vu l'émission que j'ai faite, là? Si, j'ai vu. La dernière? Donc, j'ai fait jouer sur un jeu des... Et donc, on a eu les 3 meilleurs qui sont venus à la télé. Alors, le problème qu'ils ont fait, ils sont tellement bons, ceux-là, qu'ils ont écrabouillé tous les autres. Mes intelligences artificielles. C'est-à-dire que les miennes vont, mais quand vraiment quelqu'un est très fort, ils ont eu un coup de génie que je n'avais pas vu. Ah ouais, non, ils ont fait un truc complètement fou. Alors, ils sont tellement bons que je vais les faire rejouer les uns contre les autres pour voir ce que donne. Oui. Pas mal. Et alors, si vous voulez, j'ai été jusqu'à faire jouer des enfants de Montessori, des enfants de CM2. Parce que moi, j'arrive à expliquer la stratégie à des gosses de 10 ans comme la philo. Hein. Frédéric Lenoir, dont vous parliez, a fait un club où on va expliquer la philo à des enfants de
de CM2. Et moi, j'arrive à expliquer le portefeuille stratégique. Et alors, j'ai des trucs, maintenant, j'ai des élèves. Ben, j'avais des profs Montessori qui m'ont confié une classe. Alors, les gars, ils n'ont jamais vu ça. Les gosses comprenaient tout. Ben, ils comprennent tout. Ils comprennent les étoiles, les dilemmmes, les vaches à lait. On sépare des poids morts. Des poids morts. On vend les poids morts. Il faut choisir les dilemmes. Il faut surtout pas perdre de part de marché sur une étoile. Ils sont tout pigés. Hein. Tout pigés. Faut juste expliquer, c'est ça qu'il faut faire. Non, mais ce que je trouve incroyable, c'est que vous vous adaptez, faire un jeu de stratégie, un type de risque sur la stratégie d'entreprise. Ouais, c'est extraordinaire. Bon, on va mettre nos enfants là-dessus. Et peut-être une personne que vous pouvez nous recommander? Une personne que vous pouvez nous recommander pour venir sur le podcast? Ah ben, vous invitez tous les retraités, alors moi, faut inviter tous les retraités, inviter Agon, Tricouart, Ribou, toute la bande, invitez-les. Ben, vous dites que Xavier est venu, on a trouvé ça super. Voilà. Mais si on veut inviter Ribou, comment on s'y prend? Non, mais vous dites, non, mais vous faites. Enfin, si c'est bien, vous mettez le truc de Pauline Legnaud et vous mettez votre truc et vous dites, regardez comme expliquez vos histoires. Hein, c'est un devoir. Je suis d'accord avec ça. D'accord. Mais il faut aussi chercher des tas de PME. Hein. Pour moi, c'était les gens avec qui j'étais dans mon monde. Oui, vous avez commencé sur des PME. Il y a plein de PME absolument extraordinaires. On m'interroge beaucoup dans le podcast de PME. De PME, il faut faire venir des tas de PME. Vous allez vous amuser énormément. Non, il faut leur dire qu'il y a un petit devoir de raconter leurs histoires. Parce qu'effectivement, si on veut terminer philosophiquement, si vous voulez, vous avez compris que le libéralisme, Friedman, vous voyez, le grand économiste, est un type absolument génial, mais il a fait des gros dégâts en expliquant que les boîtes, c'est là pour faire du fric. Vous voyez, et c'est quelqu'un qui n'est pas un entrepreneur. Et je pense qu'on ne peut expliquer l'entreprise que si on était soi-même en situation d'acheter ou de vendre des produits, si on s'est pris des beignes avec des clients qui prennent pas les ventes. Vous voyez, il faut avoir vécu la joie quand un produit part. Quand le produit part, c'est des joies extraordinaires. Quand vous perdez un gros client, c'est une tristesse épouvantable. Donc ça, il faut avoir compris. Et en fait, une entreprise, c'est pas là pour faire du fric. Moi, j'ai jamais cherché à faire du fric. J'ai toujours cherché à avoir des clients contents et battre les concurrents. Et c'est avec les clients contents qu'on fait du fric. Le fric, c'est la récompense que donne le client. De la valeur offerte au client. C'est pas l'exploitation de l'employé et la manipulation du client. Et donc, on est complètement perdu actuellement parce que c'est fondamentalement Marx qui a structuré la pensée. Donc, il faut même sortir des concepts de travail. Moi, je parle que de métier. Je parle jamais de travail. On a un métier. C'est beaucoup plus noble, le métier. Vous voyez ? Il faut pas rentrer dans le langage. Donc, moi, tout mon truc, c'est de construire. Il faut sortir du langage. Et de déconstruire. Qui a été imposé. Il faut déconstruire les déconstructeurs. Au fond, je suis un trotskiste. Voilà. On va essayer de faire aux trotskistes ce que les trotskistes ont fait. Non, mais absolument. Vous avez raison. Et donc, il faut réécrire tout le langage. Et la base de tout, c'est qu'une vente, c'est très difficile quand il y a la concurrence. Et une vente rentable, c'est encore plus difficile. Comment est-ce qu'on vend rentablement? Et les gens qui vendent rentablement, c'est des génies. C'est pas des horribles mecs. Moi, j'ai vu des profs qui disent, c'est pas compliqué, le prix. Qu'est-ce que c'est que le prix? Ah ben, vous prenez le coût, vous mettez votre profit, puis ça fait le prix. Vous vous rendez compte? Où on en est? Est-ce que vous voulez que je conclue? Julien n'est pas là, mais je peux essayer de, Margot, de le remplacer. Moi, je trouve que c'était vraiment passionnant, tout l'échange. Mais ouais, vraiment génial. Mais il y avait des points hyper intéressants qui étaient finalement, en fait, pour réussir à embarquer toute la population, tous les collaborateurs, c'est vraiment de leur donner la stratégie pour qu'ils s'approprient finalement. Il faut s'approprier. C'est ça. Et en fait, du coup, au départ, il faut vraiment comprendre vraiment l'état des lieux, faire un état des lieux, et puis derrière, en fait, réussir à diffuser, et puis à vraiment ce qu'ils comprennent là où c'est ça. C'est vraiment la clé en fait pour réussir les stratégies. Un tip que j'ai trouvé sympa, c'est de réussir à transformer les clients en vendeurs. Et du coup, en fait, finalement, les clients derrière, ils sont contents parce qu'ils sont auto-convaincus eux-mêmes que c'était la bonne solution. Ça conforte leur décision. Exactement. Donc, et puis, vous vous rendez compte, les prix de revient s'effondrent. Génial. Donc non, ça c'est un très bon tips. Et ce que j'ai adoré, c'est finalement, en fait, les plus beaux combats sont quand on est face à des adversaires de haut niveau, exactement. Et donc, il faut toujours avoir du respect, toujours avec beaucoup d'élégance pour réussir à faire des beaux... Il faut aimer ses concurrents. Oui, voilà. C'est ça, aimer ses concurrents. Il n'y a pas d'opposition. Se tirer vers le haut, en fait. Voilà, parce que qu'est-ce qu'on explique, c'est que c'est là où elle est le plus fort. Oui. Alors, pas du tout, ça vous tire vers le haut. Oui. Merveilleux et c'était passionnant. Merci. Merci beaucoup Xavier. Merci pour votre temps. Merci. Tant mieux.